Nous allons écouter la deuxième intervention de Emmanuel Pérez-Tisserand. Vous nous entendez, Emmanuel? Je vous entends. Alors, Emmanuel est maître de conférences en histoire et civilisation à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle est membre du FAMESPA et ses recherches portent sur l'histoire de la Californie avec une approche qui croise les aspects politiques, environnementaux, culturels. Et elle travaille plus précisément, si j'ai bien compris, sur la colonisation espagnole dans cette zone à la fin du XVIIIe siècle. Elle a notamment publié en 2019 un livre au titre assez surprenant, Zorro, la légende de la Californie. C'est bien ça, Emmanuel? Oui, en fait, c'est un petit article, mais je projette d'écrire un livre sur la question. Ah, ok, je pensais que c'était un livre. Bon, je vais commencer aussi par vous remercier, les organisatrices et organisateurs de ce colloque, et m'excuser donc encore une fois de ne pas être parmi vous. Effectivement, les statues dont je vais parler, ce sont bien celles de Junipero Serra, qui était en fait un missionnaire franciscain qui a mené l'entreprise missionnaire de conversion de la Haute-Californie à la fin du XVIIIe siècle, effectivement. Ce Junipero Serra, j'imagine qu'il n'est pas complètement familier aux uns et aux autres, mais donc je vais revenir sur sa biographie, mais c'est quelqu'un que l'historien Stephen Hackl, qui est un historien californien états-unien, a pu appeler dans une biographie qu'il a écrite sur ce personnage, père fondateur de la Californie, qui donc c'est en fait une comparaison presque explicite avec d'autres pères fondateurs aux États-Unis, comme on peut penser à Washington, Jefferson, etc. Mais également, ça rejoint d'autres personnes dont il va être question un petit peu plus tard, et notamment le cas de Colomb, puisque le même biographe, Stephen Hackl, a appelé Junipero Serra le Christophe Colomb de la Californie. Et cette comparaison, je vais développer un tout petit peu, puisqu'elle me paraît significative et qu'elle permet de lancer des passerelles par rapport à l'intervention suivante. Donc, elle est utile, elle est intéressante, cette comparaison, de deux manières. La première, c'est que, comme Colomb, Junipero Serra peut être considéré dans cette perspective comme une sorte de précurseur du développement de la province, donc de Haute-Californie, comme Colomb pour les Amériques, celui par qui la grandeur actuelle de cette région est arrivée. Et deuxième point, comme Colomb, et je reviendrai là-dessus, c'est important dans le contexte états-unien, Serra n'est pas d'origine anglophone ni protestante, c'est-à-dire deux caractéristiques qui ont été beaucoup mises en valeur dans la construction nationale états-unienne à l'époque contemporaine, et notamment par un certain nombre de mouvements nativistes, nationalistes, avec aussi des discontinuités, des pics d'expression à certains moments. Donc, Emmanuel, n'hésitez pas à me dire quand je dois passer les diapos. Oui, mais pour l'instant, vous êtes bien. Bon, je reviendrai aussi sur cette comparaison. La comparaison avec Colomb, elle est à nuancer aussi, puisque on est face à deux personnages qui n'ont pas les mêmes priorités, et donc en particulier le caractère évangélisateur du franciscain par rapport au caractère de peut-être plus conquistador de Colomb, les fait contraster. Junipero Serra, que donc vous ne connaissez peut-être pas, pourrait être considéré comme une figure locale et relativement mineure, mais en réalité, à l'échelle des États-Unis, donc à l'échelle nationale, il a été quelqu'un qui a pris une signification donc nationale. Nous le verrons, il y a une statue de Serra au Capitole des États-Unis, et il a notamment été important au moment du débat sur sa canonisation, puisque c'est l'autre dimension, à l'échelle plus globale, disons, comme il a été canonisé en 2015, c'est une figure qui a émergé, si vous voulez, dans le débat public, et en particulier états-unien et américain, dans la période plus contemporaine, donc canonisation en 2015, et ce qui a précédé, c'était sa béatification dans les années 1980, en 1988. Ce qui le rend aussi, donc, disons, une figure locale en Haute-Californie, mais avec une dimension nationale et potentiellement une dimension plus internationale.
Ce qui le rend également donc singulier, au-delà du fait qu'il a été donc canonisé en 2015, et je reviendrai bien sûr là-dessus. Il vient aussi d'un territoire qui a été, si on veut, 2 fois colonisé, puisque Serra est quelqu'un qui a amené la colonisation espagnole en Haute-Californie par la fondation de ses missions d'évangélisation à partir de 1769, mais c'est aussi un territoire qui a été ensuite conquis et annexé par les États-Unis en 1848, et donc il y a une double histoire nationale qui se joue ici, et une double histoire de conquête, une première conquête sur les populations indigènes, autochtones, amérindiennes, à la fin du XVIIIe siècle, et une donc deuxième colonisation, si on veut, une deuxième forme de conquête par les États-Unis à partir de 1848-1850. Et donc, ça a des conséquences, bien sûr, sur la portée de ce personnage. Donc, avant d'en revenir à la période de mise en statut de ce personnage, il me faut quand même donc revenir un petit peu sur sa biographie. Je vais essayer d'être un peu rapide, et donc c'est très bien si on reste sur cette slide, puisqu'elle lui est dédiée. Donc, Junípero Serra, qui est-il? Il est né en Espagne, même en fait dans l'archipel des Baléares, et sur l'île de Majorque, non pas à Ibiza, n'est-ce pas? En 1713. Il y entre chez les franciscains en 1730, il est ordonné en 1737, et c'est en 1746 qu'il part aux Amériques, d'abord à Mexico au sein d'un collège, puis il est envoyé en première mission d'évangélisation dans le nord du Mexique, enfin dans le Querétaro en 1750. Il revient ensuite au Colegio, où il continue son travail d'enseignant et aussi d'inquisiteur. Et c'est en 1767 qu'il est envoyé donc en Californie, en Basse-Californie à l'époque, puisque cette province revient aux franciscains au moment de l'expulsion des jésuites. C'est dans ce contexte que l'inspecteur général José de Galvez prend contact avec lui en 1768. Galvez, à ce moment-là, il est chargé d'un certain nombre de missions par la couronne, mais notamment d'assurer une croissance des revenus et d'améliorer les défenses de la Nouvelle-Espagne, donc l'Amérique du Nord espagnole, après les défaites de la guerre de 7 ans. Et donc lui, Galvez, il propose à Serra, qui est président des missions franciscaines de Basse-Californie, de nommer 2 missionnaires pour aller fonder des établissements militaires et religieux dans ce qui est la future Haute-Californie, c'est-à-dire la région au nord de la péninsule de Californie, qu'on voit un peu sur la carte. Et donc de participer à cet effort de colonisation. Et en fait, Serra est tellement enthousiaste qu'au lieu de nommer 2 missionnaires parmi les siens en Basse-Californie, il décide de lui-même participer à ce mouvement de nouvelle colonisation et de fondation d'établissements religieux en Haute-Californie, qui donc est intégré à ce moment-là à la monarchie espagnole. Et donc il joue un rôle très important dans les débuts de la colonisation de la région, encore plus qu'en Basse-Californie. Donc, il contribue à fonder 9 missions entre son départ pour la Haute-Californie et sa mort en 1784 à la mission Carmel, qui est proche de Monterrey, la capitale de la Haute-Californie. Et donc, on considère qu'il a en grande partie contribué à la réalisation du plan de Galvez. Alors, je ne vais peut-être pas revenir en détail sur ce qu'est une mission d'évangélisation. On en voit ici des photographies récentes. Et donc, vous voyez, alors la carte est peut-être pas très précise pour vous, mais on voit toute la cordillère, c'est-à-dire toute la chaîne de missions qui ont été fondées pendant la période espagnole et jusqu'en 1823. Et donc, ce sont des lieux, en fait, d'évangélisation des populations locales. Mais pas seulement de catéchisme, ce sont aussi des lieux de travail, d'apprentissage de l'agriculture, de l'artisanat. Et je reviendrai sur cette question du travail un petit peu plus tard, puisque c'est un des enjeux qui a pu faire débat au moment de la remise en cause des statuts et de la canonisation de Serra. Dès cette époque, les missions sont une des branches de la colonisation espagnole, et il y a déjà des conflits dès cette époque-là sur qui a le dernier mot sur la politique concernant les missions, avec le gouverneur militaire et civil qui entend pouvoir gouverner également les missions, alors que les missionnaires défendent l'autonomie des missions,
et veulent défendre en fait les droits des Amérindiens. Et dès cette époque, les militaires dénoncent les châtiments corporels que les missionnaires infligeaient à leurs néophytes, donc aux Amérindiens qui voulaient catéchiser, pour délégitimer les missionnaires dans les conflits qu'ils pouvaient avoir avec eux. Donc voilà pour la biographie de Serra. Donc simplement pour dire que dès cette époque, on a cette importance, mais aussi ces conflits. J'en viens à peut-être une deuxième partie qui porte sur la mise en mémoire, la mémorialisation de Junipero Serra et de comment elle donne lieu finalement à ce maintien de cet héritage espagnol, même pendant la période états-unienne. Donc, pour revenir un peu sur la chronologie, donc on a les fondations des missions franciscaines pendant la période espagnole et jusqu'au tout début de la période mexicaine. Donc le Mexique prend son indépendance en 1821, on vient d'en parler un petit peu. C'est une période pendant laquelle il y a une remise en cause du modèle des missions par rapport à l'occupation de la Haute-Californie. Elles sont sécularisées, c'est-à-dire transformées en paroisses et leurs terres distribuées pendant la période mexicaine, donc dans les années 1830. Donc, il y a un déclin des missions pendant les années 1830 et 1840, si bien qu'on n'a plus réellement de missions d'évangélisation au moment de la période états-unienne. Cela étant, dès cette époque-là, donc je ne vais pas revenir sur les débats de la période, des débuts de la période mexicaine sur la place des missions, mais simplement dès cette époque, les missions étaient un lieu important de production économique et notamment d'élevage. Et les premiers contacts, si on veut prolonger des marchands états-uniens avec la côte californienne, espagnole puis mexicaine, étaient beaucoup liés à ces échanges économiques avec les missions. On avait un commerce important de cuir et du suif lié à la révolution industrielle, donc entre l'Angleterre et la Nouvelle-Angleterre et la côte californienne. Et donc, les contacts entre les marchands états-uniens et les missions étaient importants, si bien que les marchands états-uniens dès cette époque-là, qui ont nourri aussi cet imaginaire lié à la Californie, adoptaient plus volontiers le point de vue des missionnaires que celui des réformateurs mexicains pour aller très rapidement et des colons. Ça se prolonge en fait après l'annexion de la Californie par les États-Unis, où on a globalement une valorisation, une sorte d'idéalisation des missions franciscaines et une critique et une dévalorisation de la politique mexicaine, de la politique de sécularisation des missions, qui est en partie nourrie, et là encore je vais très vite, par le sentiment le sentiment d'infériorité raciale des Mexicains du point de vue des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qui est actif dès le 19e siècle et dès la fin du 19e siècle, qui en fait est accentué par une période fin 19e, début 20e siècle qu'on a pu appeler le Spanish Revival, c'est-à-dire une valorisation culturelle et architecturale du passé espagnol du sud-ouest en général, mais plus particulièrement de la Haute-Californie, donc qui est devenue la Californie états-unienne, où on assiste à un mouvement très fort du développement d'une mythologie des missions, d'héroïsation des missionnaires, de soutien populaire à l'effort de restauration des missions. Et c'est quelque chose qui a été notamment développé par les élites locales et les notables des compagnies ferroviaires, puisqu'il s'agit de de soutenir le développement immobilier et le tourisme, si on veut, lié à la Californie et à son image de paradis méditerranéen. Donc avec cette dimension paysagère et même filmique, ce sont les débuts de Hollywood. C'est aussi l'époque de Zorro, hein, on parlait en introduction, c'est mon dada, comme certains le savent, et pour faire une allusion à la communication précédente. Et donc, par exemple, c'est l'époque de restauration de la mission San Diego, que l'on a vu dans la diapo précédente. Un effort qui commence autour de 1900, mais la restauration totale est entreprise entre 1927 et 1931.
Et donc là, je vous ai mis quelques exemples. En haut à gauche, c'est la gare de Santa Barbara qui est construite selon un style qui imite les missions. En haut à droite, un autre de ces bâtiments. Et ça se joue aussi dans des fêtes populaires qui sont organisées pour valoriser ce passé espagnol. Donc à gauche, c'est les Old Fiesta Days de Santa Barbara. Je crois que la photo est de 1951. Et en bas à droite, c'est le Ramona Pageant d'une petite ville au sud de Los Angeles. Donc on met en valeur cette identité espagnole, et je dis bien espagnole et pas mexicaine, quoi. Il s'agit vraiment d'insister sur le côté européen de cet héritage-là et méditerranéen. Il y a dans ce contexte un rôle important du roman de Helen Hunt Jackson qui s'appelle Ramona, qui a un peu, contre son gré, contribué à cet héritage un peu fantaisiste et fantasmé espagnol de la Californie, alors que elle, son but, c'était moins de mettre en valeur cette période espagnole que de dénoncer en fait la politique amérindienne des États-Unis à ce moment-là. On est à la fin des guerres indiennes, et de proposer un autre modèle plutôt assimilationniste, qui était, selon elle, celui des missions franciscaines. Et donc, son but était plutôt de critiquer la politique amérindienne états-unienne, mais en fait, son livre, son roman a eu un énorme succès, mais qui a contribué à ce mouvement, si on veut, touristique, et cet enthousiasme pour la période espagnole en Californie. Et plus largement aux États-Unis, oui. C'est dans ce contexte qu'on peut comprendre l'installation de statues de Serra dans l'espace public. Et donc, je peux en donner un certain nombre d'exemples. Je ne vais pas vous mettre une image de toutes ces statues. Il y en a de plusieurs sortes. Il y en a de très nombreuses qui sont installées devant ou à côté des missions franciscaines qui ont été restaurées. Mais il y en a d'autres qui sont davantage dans l'espace public. Notamment, c'est le cas de celle du Golden Gate Park de San Francisco, qu'on verra plus tard, qui a été installée en 1907, juste après le grand tremblement de terre qui a détruit San Francisco, et qui avait été commandé par James Phelan, qui était président de l'Association pour l'amélioration et l'embellissement de San Francisco. Mais on a également des statues à Los Angeles et à Sacramento, qui est donc la capitale de l'État de Californie. De manière plus marquante peut-être encore, en 1931, l'État de Californie offre au Capitole fédéral donc des États-Unis une statue de Junipero Serra, donc on le voit qui brandit une croix et qui a une mission dans la main. Et en fait, c'est dans le contexte en fait d'une collection de statues qui est installée au sein du Capitole. Et donc chaque État, comme au Sénat, chaque État est représenté par 2 sénateurs. Au Capitole, chaque État est aussi représenté par 2 statues, et c'est donc l'État qui, par ses institutions, choisit quelles statues vont le représenter. Et donc l'une des statues représentant la Californie et qui est donc à partir de 1931, c'est une statue de Junipero Serra. À cette époque, dans les discours qui entourent cette remise de la statue au Capitole fédéral, il est valorisé comme un pionnier qui a apporté le message du salut à des Indiens qui sont, je cite, hostiles, ignorants, de basses conditions. Donc ça, ce sont les termes qui sont utilisés par Ray Wilbur, qui est donc le Secretary of the Interior des États-Unis, donc le ministre de l'Intérieur des États-Unis. Ce qui est intéressant et notable, c'est qu'une copie de cette statue a été aussi placée dans un parc de Los Angeles et installée en 1932. Parc qui, depuis, de manière informelle, a été appelé Serra Park. Cette initiative de choisir Serra pour représenter la Californie, elle est à mettre à la fois en contraste et en lien avec les efforts de valorisation de l'héritage catholique aux États-Unis, dans un contexte ambivalent par rapport au catholicisme et à l'Espagne. À la fin du XIXe siècle, en effet, les membres des élites intellectuelles et politiques états-uniennes s'inquiétaient de ce qu'ils appelaient une nouvelle vague d'immigration, faite d'individus considérés comme collectivement moins aptes à participer à la grande entreprise républicaine et démocratique des États-Unis.
Il y avait une dimension raciale explicite dans cette critique. C'est le moment où ils mettent en avant l'aptitude qu'ils ont, les anciens États-Uniens, si on veut, de souche, à pratiquer le self-government avec la théorisation raciale de l'époque. Ils se disent anglo-saxons et ils disent que justement ces héritiers, ces anglo-saxons, comme ils disent, sont plus aptes à pratiquer le self-government par contraste avec des races qu'ils considèrent inférieures et moins aptes à ce self-government, donc les latins, qui en plus sont catholiques, et les slaves. La mise en avant, par contraste, de Christophe Colomb et donc de Serra, c'est une tentative de la part des Italiens américains pour Colomb de corriger ce récit anglo-saxon centré. Par exemple, la statue de Colomb de la ville de Columbus en Ohio a été offerte par Gênes en 1955. La copie de la statue de Serra du Capitole a été offerte à la ville de Los Angeles par les Knights of Columbus, donc les chevaliers de Colomb, une association fondée dans les années 1880, précisément dans le but de montrer que les catholiques sont capables d'être des membres à part entière de la société états-unienne, voire sont incontournables pour comprendre la trajectoire de l'Amérique. Et disons que le choix d'offrir cette statue de Serra participe de ce même mouvement de légitimation et de mise en avant de l'héritage catholique des États-Unis. Donc, il y a d'autres statuts qui sont mises en place dans ces années 30, mais je vais passer puisqu'il me reste peu de temps, je pourrais développer dans l'éventuelle publication. Mais c'est dans ce même contexte des années 30 qu'est initié les premiers efforts vers la canonisation de Junipero Serra, qui aboutissent progressivement donc, dans les années 80, 1980 par la béatification et enfin en 2015 par la canonisation. Cette béatification puis cette canonisation de 2015 font à la fois émerger Serra comme un personnage à l'échelle donc nationale et disons du monde catholique, mais aussi font réémerger des débats sur la nature et la qualité de ce personnage. Peut-être, ce qui est important de comprendre, c'est si vous voulez, le contraste, le clash, si on veut, entre d'une part les raisons qui ont mené à une canonisation en 2015 de la part du pape François et les critiques qui ont été exercées. En fait, la dernière ligne de droite de la canonisation, en 2015, elle se produit dans le contexte à nouveau marqué par un très fort nativisme états-unien, à l'occasion des tout débuts de la campagne électorale présidentielle, et alors que la question migratoire agite l'Amérique comme l'Europe. Vous vous en souvenez peut-être, Donald Trump, dans son discours de candidature aux primaires républicaines, donc c'est l'été 2015, il prend comme cible dans son discours les immigrants hispanophones, les Mexicains américains, en les traitant de tous les noms, et notamment de violeurs et de criminels. Donc simplement pour dire que la canonisation, elle est très liée à la défense par le pape François de la question des migrants, à la fois en Amérique et en Europe. Inversement, et donc c'est vraiment ça qui est mis en avant dans tous les discours qui légitiment ce choix et qui défendent ce choix face aux critiques qui, elles, sont fondées sur le rôle de Serra dans la colonisation. Et donc, ces critiques, et donc les critiques qui visent le fait que les missions d'évangélisation, c'est à la fois à l'origine de la destruction physique par les maladies et aussi culturelle par la conversion des populations amérindiennes. Et donc, c'est principalement de la part des populations amérindiennes et autochtones et de collectifs qui en sont issus que les statuts sont visés. Donc ici, il y a plusieurs vagues. On a vu les discontinuités de ces mouvements. Et donc, il y a eu des premières vagues dans les années 1980 par rapport à ces statuts, à nouveau en 2015 au moment de la canonisation, et enfin l'intégration au mouvement de protestation contre les statuts de l'été 2020, avec deux moments. Un premier moment à l'été 2020 avec des inscriptions et des renversements qui ont lieu en juin et en juillet 2020.
et d'autres qui ont lieu autour, donc Juneteenth, donc autour de cette question donc associée à la question des droits des Africains-Américains et de la défense de cette cause autour de la mort de George Floyd, et dans un deuxième temps autour de Indigenous People Day et Columbus Day en octobre, donc le 12 octobre 2020, où on a également ces mêmes renversements. Et donc, on voit ici une association de ce mouvement autour des droits des Africains-Américains et de cette question du colonialisme et de la colonisation. Et donc, mon point de conclusion, puisque je vais finir tout de suite, c'est de dire qu'ici, on a bien un choc entre, d'une part, une défense des droits des minorités hispaniques et catholiques, et d'autre part, la reconnaissance de la colonisation européenne, qu'elle soit, si on veut, anglo-américaine ou hispano-américaine. Et donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce cas de la statue de Serra. Et je vais m'arrêter là, et désolée d'avoir été un peu longue.